Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. On monte en opération et on fait un petit live juste avant pour parler en fait de la loi bio-immorale. C'est pas la loi bioéthique, c'est autre chose. Quelle éthique? Non, c'est pas de l'éthique ça, c'est de la merde. On avait l'œil fixé sur les masques, on avait l'œil fixé sur l'hydroxychloroquine, on avait l'œil fixé sur pas mal d'autres choses, plus les OP, péage, plus les ronds-points, plus la vie personnelle et voilà, faire bouillir la marmite. On n'a pas vu la votation de la loi bioéthique. Alors c'est pas bioéthique. Déjà le fait d'utiliser ce terme bioéthique, c'est bio-immoral. Voilà. Parce que si on utilise bioéthique, on utilise en fait les mots de l'ennemi. Là c'est des ennemis, hein, c'est les ennemis de l'humanité derrière. Donc c'est cette loi bio-immorale. Donc on monte en OP, on est avec Papa Wilson. Salut Papa Wilson. Amis, salutations. Voilà, alors bon, on a fait le tour, la mascarade. Il y a des médecins qui sauvent des vies. Moi je préfère, à titre personnel, les écouter que les propagandistes, les fils de pute de propagandistes, de journalistes de BFM ou d'ailleurs. Voilà, chacun fait son choix. Si tu as envie de t'étouffer avec ton masque ou courir avec un masque, fais-le. Voilà. On voit très bien que c'est une muselière, que ça a aucune. Il n'y a plus de virus en circulation. Le virus avec la chaleur et les UV, il tient pas. Il n'y a jamais eu de grippe en été. Donc c'est juste pour mater la population, la soumettre. On voit, il y a plein de moutons. Bon, bah les gars, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui changeront le système pour le bien commun, pour la justice et la dignité. Si les gilets jaunes ne font pas le boulot, personne d'autre ne fera le boulot. Ça va pas être les syndicats. Vous avez entendu la CGT, la CFDT, la CFTC? Là, vous les avez entendus récemment. Walou. Vous avez entendu la France Insoumise? Vous avez entendu le RN? Non, pareil. Le MoDem, les trucs, la NPA, non, rien. Bon, voilà, donc on voit bien que tout ça c'est des pantins. Si les gilets jaunes ne font pas le boulot ne sera pas fait. Et le boulot pour faire triompher le bien commun, malheureusement ça va passer par un changement radical de système, y compris de vertus personnelles qui vont se refléter dans les valeurs communes, les valeurs de la société. Les amis, donc le masque, on a fait le tour. L'hydroxychloroquine, bah Raoult, hein, voilà. Raoult, Perron, voilà, il sauve des vies. Vous savez, quand on va être reconfiné en octobre ou décembre ou novembre, bah voilà, faudra trouver un médecin qui prescrit de l'hydroxy. Papa Wilson, tu voulais nous parler de la loi bio-immorale là? Alors, tout à fait, bon voilà, je pense que vous êtes tous au courant les amis, dans la nuit du 31 juillet 2020, a été voté à la va-vite, à la sauvette, comme d'habitude. De toute façon, vous savez très bien que en catimini, en fait, ils ont fait ça exprès pour se cacher. Hein. Les lois immorales ou iniques, ça dépend comment on les nomme, en général sont votées très rapidement l'été, pendant que les Français essaient encore de jouir de la vie au Sable d'Olonne ou autre. Et puis, évidemment, période de Covid, période de masque, le masque, pas le masque, enfin, des faux débats en fait pour maintenir en fait la population dans une espèce de larvitude. Et en fait, et voilà, a été voté en catimini cette loi, et notamment un amendement qui, on a beaucoup, évidemment, on a été choqués en grand nombre, hein, je pense, par rapport à cet amendement. On pète des câbles, voilà. Ouais, enfin à ce niveau-là, c'est pas être choqué, on pète des câbles. L'amendement est clair, possibilité d'une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Alors c'est pas volontaire, hein. C'est pas un IVG. Ça, j'ai dit médicale de grossesse. Le cadre de femmes qui seraient en détresse psychosociale. Encore faudrait-il définir qu'est-ce qu'une détresse psychosociale, parce que ça je doute que les députés peuvent le définir. Je pense qu'il aurait fallu peut-être consulter via des commissions parlementaires ou des experts, essayer de définir qu'est-ce que la détresse psychosociale. Ce sont ces gens-là qui se sont prononcés. Bon, c'est très bien dans le mauvais sens évidemment. Il faut s'intéresser les amis. C'est quoi l'objectif de cet amendement? C'est quoi l'objectif de la loi de bioéthique d'une manière générale? Puisqu'il n'y a pas que cet amendement. A été voté évidemment finalement la conclusion, la finalisation de la PMA définitivement est remboursée par la sécurité sociale. Donc là on parle de bien commun quand même. Voilà, alors la PMA c'est pas le débat de ce soir. Chacun a sa propre vision sur la PMA, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Nous on voulait parler évidemment de cette IMG. Jusqu'à 8 mois et combien de... 8 mois et 2 ou 3 semaines, je sais plus, parce que juridiquement je crois que c'est 8 mois et 2 semaines
pour une grossesse à terme. Et donc, on va dire 9 mois, clairement. Donc, il me semble quand même qu'entre 8 et 9 mois, un bébé est un être humain qui a sa conscience, qui a sa pensée, qui a ses membres, qui est un petit corps. Et donc, en fait, on va permettre à des gens... À une autorité administrative. À une autorité administrative qui est le Collège des gynécologues de France. Alors, le Collège des gynécologues de France, intéressez-vous les amis, puisque le président du conseil d'administration de ce collège-là, donc parce qu'en fait, les cas qui seront traités pour évaluer la détresse psychosociale sera donc cette administration, cette institution administrative. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de connaître qui est le président de cette commission-là, de ce conseil d'administration, c'est Israël Nisand. Israël Nisand. Alors, Israël Nisand, il est très médiatisé et surtout, il est connu pour être en conflit d'intérêts, écoutez bien, avec la société, le labo pharmaceutique EFIC. Alors, pour les femmes qui ont l'habitude de prendre la pilule, EFIC, vous connaissez. Hein, EFIC, c'est la production de pilules de 3e et 4e génération défendue par le même Israël Nisand, qui à chaque fois, quand il est invité dans les médias, fait la promotion de ces pilules-là. Donc, c'est sur cette personne et sur son conseil d'administration qui l'entoure que va s'appuyer la définition de qui va être en détresse psychosociale ou pas. Donc de la grosse éthique là. Hein. La grosse éthique est donc de tuer ces bébés entre 8 et 9 mois. Alors c'est de l'infanticide, honnêtement c'est de l'infanticide, c'est révoltant. Voilà. Tous les pères de famille, toutes les mères de famille, enfin ça passe pas. Ça passe pas, on est en train de péter des câbles. Ou même si t'es pas père de famille, tu pètes quand même des câbles. Parce que là on est sur la notion de bien et de mal. Il faut savoir qu'on dirait qu'il transcende laisser une autorité administrative le soin d'enlever la vie, donc de tuer, hein, jusqu'à 8 mois et 2 semaines. 2 ou 3 semaines. Enfin, juridiquement, c'est assez compliqué, mais je crois il me semble que c'est 8 mois et 2 semaines. Quand on voit l'éthique, par exemple, du Conseil national de l'ordre des médecins, comment les mecs, ils ont été épinglés par pour des pratiques de corruption, par la Cour des comptes, etc. On peut imaginer les dérives où ça va nous amener. Alors les gars, ils avancent tout doucement dans leur projet eugénique. Ils avancent tout doucement, ils augmentent tout doucement l'eau de la casserole où on est dedans. De manière discrète et sournoise. Ça me rappelle d'ailleurs l'affaire Lambert, hein, Vincent Lambert. C'était exactement la même chose par rapport à l'euthanasie ou pas. Voilà, tout ce débat-là autour. Finalement, c'est passé crème, malheureusement, et paix à son âme à Vincent Lambert. Et maintenant, on nous refait la même source avec la loi de bioéthique, travaillée depuis des années. Parce qu'il faut bien comprendre, les amis, dans quel contexte a été fait cette loi. Ça fait des années que des députés travaillent sur cette loi bioéthique. Alors, qui dit loi bioéthique dit franc-maçonnerie, parce que ce sont principalement les réseaux francs-maçons qui travaillent dans les loges à l'aboutissement d'une loi bioéthique. C'est leur cheval de bataille, hein, ça faut le savoir. Alors, on le sait pourquoi, parce qu'on avait été rue Cadet et on avait été leur poser des questions. Au Grand Orient de France, voilà, pour eux, clairement, ils sont fiers de mettre en avant la loi bioéthique, ils sont fiers d'être à l'origine de la République, etc. Bon, ça, on ne vous apprend rien. Alors, il faut savoir une chose, les amis, c'est que les francs-maçons de la Grande Loge de France, par exemple, sous l'égide de Pierre Simon, retenez bien ce nom, Pierre Simon est à l'origine et à l'aboutissement du planning familial. Donc, vous voyez, au niveau bioéthique et au niveau, on va dire, gestion de ce que va être l'avortement après la loi Simone Veil, c'était déjà dans leurs petits papiers. Donc ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus, et ça, ce qu'on vous dit, c'est sourcé, hein. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Donc Grande Loge de France et surtout la Grande Loge féminine de France. Alors, ok, voilà. Au-delà des débats de société sur l'avortement, à tant de mois, etc., là, on parle d'infanticide, c'est-à-dire 8 mois et 2-3 semaines, on est sur l'infanticide. Quand tu es quelqu'un de normal, tu as une notion naturelle en fait du bien et du mal. Tu sais ce qui est instinctivement, ce qui est bien et ce qui est mal. Là, on se pose des questions par rapport à ces loges, à tout ce travail, parce qu'il faut savoir que les lois en France sont préparées dans les loges comme des think tanks en fait, hein. C'est un système de think tank, et après c'est relayé dans les partis et relayé à l'Assemblée nationale. Quelle est leur conception du bien et du mal? Du bien et du mal. Parce que dans les entretiens qu'on avait eus avec des francs-maçons, leur vision c'est il n'y a plus ni bien ni mal, il y a la loi. Et la loi, finalement, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est légal ou illégal. Mais la loi n'est qu'une production humaine. La loi n'est qu'une production humaine et une production en fonction du contexte de l'époque où tu vis, très important. Ou d'intérêt monétaire, ou de corruption. Hein. Ou de l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc évidemment, si tu es dans un environnement d'une république pourrie et corrompue,
forcément tes lois vont découler d'une corruption faite. Exactement ça. D'ailleurs, revenons sur les députés maintenant qui sont à l'origine et les hommes politiques qui sont à l'origine de cet amendement et de cette loi. Travailler en loge franc-maçonne quand même juste avant. Voilà, et il faut savoir que ces 3 femmes, parties du Conseil des ministres en 2019, à savoir Agnès Buzyn, Madame Véronique Belloubet et surtout Frédérique Midal. Ce sont ces 3 femmes qui ont engagé le processus de finalisation de la loi bioéthique et d'un amendement qui savait très bien qu'il allait arriver. Donc, ces 3 femmes-là, ensuite, vous connaissez le cheminement, lecture devant le Sénat en février 2020, et là, donc, deuxième lecture devant l'Assemblée nationale, le 31 juillet en catimini. À noter les députés connus qui ont voté pour cette loi bioéthique, Laetitia Avia, tiens donc, Éric Bothorel, Monsieur Amazon, alias Monsieur Amazon, vous comprendrez pourquoi. Tu peux juste revenir dessus, Monsieur Amazon, pourquoi? Monsieur Amazon, parce qu'Éric Bothorel s'est battu bec et ongle pour faire venir Amazon en France, et notamment sur le site de Brétigny-sur-Orge, dont on connaît bien parce qu'on a visité les lieux. Éric Bothorel, c'est aussi le monsieur numérique en France. Donc Éric Bothorel, il s'implique beaucoup, hein, Éric Bothorel. Éric Bothorel, on retrouve aussi dans les réseaux oligarchiques. Donc voilà, et ça c'est une salutation à nos amis constituants d'une certaine région qui s'est occupé du cas Bothorel. Il y a aussi également, on retrouve également des députés locaux qu'on connaît très bien. On les a visités. Fais-nous rêver. Laetitia Romero-Dias, Marie-Pierre Rixin. Alors elle, son cheval de bataille, en tout cas sur Twitter, elle a un Twitter pas très actif, donc nous vous invitons à aller supporter son Twitter. Son Twitter, c'est la défense des femmes. Mais pas des femmes gilets jaunes, hein, non, elles c'est des pauvres, on s'en fout. Elles se prennent des Glief-4, elles agonisent pendant 2 heures le 16 mars sur les Champs-Élysées, à même le sol comme des chiens. Bourgeoise, voilà, hein, c'est un petit peu différent quand même. Donc, bah écoutez, toutes ces charmantes personnes ont des Twitter. On vous invite à aller soit ouvrir vous-même un compte Twitter, à voir 2-3 vidéos, comment on tweet et comment on retweet, etc. Et puis aller exprimer votre avis, votre ressenti de citoyen, de contribuables, parce que tous ces gens-là sont payés avec notre pognon. Voilà, sur ces... Alors c'est sous couvert de modernité, de progrès. Le progrès, ça va être interruption médicale de grossesse jusqu'à 8 mois et 2 semaines ou 3 semaines. Donc c'est un infanticide, c'est même pas volontaire. La femme, on va lui tuer son bébé. Et le cadavre du petit être, alors, il va aller où? J'en profite parce qu'on est dans le fief de Aurore Berger là. Voilà, je vais pas dire la ville, mais on est dans le fief d'Aurore Berger. Et Aurore Berger fait partie de la liste des votants LaREM pour cette loi bioéthique. Pourquoi ça ne surprend pas, hein, quand on est membre du siècle et de la French American Foundation, pourquoi se priver finalement des réseaux oligarchiques pour pouvoir mettre en place une loi totalement inique, immoral, amoral. En fait, c'est pas immoral, c'est amoral, de A privatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moralité. Dans une vision franc-maçonne, il n'y a ni bien ni mal, il y a la loi. La loi faite par les hommes. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est maintenant les débouchés de cet amendement. Quels sont les débouchés de cet amendement pour l'oligarchie en place? Il y a plusieurs hypothèses. Vente au privé des organes récupérés de ces enfants morts. Tuer, assassiner. Et tu vois, hein, quand je parle là, tu vois déjà la rage, elle commence à monter en moi. Ouais, putain. Ensuite, mise à disposition de réseaux pédocriminels, puisqu'après tout la France est devenue un paradis pédocriminel depuis des années. À propos de l'affaire Epstein, il y a des gamines qui étaient sorties du territoire national sans passeport, sans rien, sorties et ré-rentrées sur le territoire national. Pas de nouvelles? Eh ben écoute, non, pas de nouvelles. Où en est l'affaire Epstein en France? Bah, l'affaire Epstein en France, c'est un peu compliqué, puisqu'on est au point mort. Et alors, les 4 officiers qui s'occupaient de ça ont été exécutés par un terroriste apparemment. C'était ça, à l'île de la Cité. Oui, bah oui. Voilà. Non mais voilà, enfin, l'affaire Epstein, ça serait très très long pour revenir dessus. Moi, je vous invite plutôt à aller voir ce que produit Maxime Monto et l'association Wanted Pédo, ce que produit Revo F Society, ou des gens voilà, sur YouTube qui vraiment ont pris à bras le corps ce problème de la pédocriminalité. Quoi qu'il en soit, de Ghislaine Maxwell en passant par l'affaire Epstein, tout le petit réseau français et le gratin français dont Jacques Lang, voilà, on peut quand même mettre l'hypothèse que Jacques Lang en fait partie. Tous ces gens-là. Pas de diffamation, mon ami. C'est pas de la diffamation. Cohn-Bendit, lui, l'a avoué hein, à la télé, donc là, on est couvert. C'est pas de la diffamation, ce sont des gens qui se vantent de ça. Et à un moment donné, quand tu t'en vantes... Ah non, c'est Frédéric Mitterrand. Il disait qu'au-dessus de 14 ans, c'était dégueulasse. Frédéric Mitterrand, voilà. ça.
Donc on peut imaginer, je continue sur ma deuxième hypothèse, que ça peut arranger ces réseaux-là de récupérer tous ces corps-là inertes d'enfants malheureusement. Et sans oublier la possibilité finalement de donner ça au privé. Pourquoi? Pour cellules souches, pour produire aussi des expérimentations, médicales, voilà. Et tout ça sur des enfants morts entre 8 et 9 mois. Tués entre 8 et 9 mois. Alors les amis, si on accepte ça, c'est que notre société... Honnêtement, si on accepte ça, faut arrêter. Si on accepte ça en tant que gilet jaune, on arrête. Il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus rien. Alors, je les entends venir déjà, ceux qui nous proviennent toujours des mêmes milieux, en nous disant mais non, c'est le droit de la femme, c'est le sociétal, c'est très important. Non, quel rapport avec le droit des femmes là-dedans? Il n'y en a aucun. Là, c'est tuer l'enfant d'une femme, c'est une interruption médicale qui est décidée par une autorité administrative, ça n'a rien à voir avec la volonté de la femme. Tout à fait, exactement. Ça s'appelle un meurtre, ça. Ça s'appelle, c'est les prémices d'une putain de politique eugéniste. Souvenez-vous, qui avait lancé l'eugénisme? C'était dans les années 30 aux États-Unis et en Allemagne, un moustachu. C'est toute la bande de Bertrand Russell aussi. Faut pas oublier quand même l'influence britannique dans cette histoire d'eugénisme et du malthusianisme. Ça, c'est très important. On n'oublie pas la perfide Albion dans cette histoire et tout le réseau évidemment de la City et de Wall Street. Ça, faut vraiment pas l'oublier. Et de ceux qui ont financé les nazis aussi. On peut peut-être parler de la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque des banques centrales. Et on n'est pas complotiste, hein. Juste on cherche des infos. On se pose des questions et on a éteint la télé. Voilà, et toutes ces données-là sont accessibles à tout le monde, hein. Voilà les amis, donc voilà, on est en colère, on est en train de péter des câbles. On va rester pacifique et bienveillant. On va monter en OP avec les collègues. Tout à l'heure, voilà. On lâche rien et là, faut parler à toutes nos familles, à tous les membres de nos familles. Et surtout, allez voir tous les amis. Allez voir vos députés de secteur scélérats qui ont voté cette loi. Et quand on vote la loi, en général, tu es quand même d'accord avec l'amendement, hein. On va communiquer, vous inquiétez pas. D'ici les prochains jours, on va communiquer beaucoup sur cette loi. Surtout sur surtout sur la députée qui a écrit cet amendement, qui est Marie-Joëlle Battistelli. Alors, je ne sais plus le nom. Il faudrait que je me souvienne, c'est un nom assez compliqué. Mais voilà, faites vos recherches sur cette députée-là, parce que quand on écrit un amendement de cette sorte-là, c'est qu'on a quand même un problème avec sa conscience. Voilà. Et on est au-delà de la morale là. Là, c'est même plus des humains en fait. On peut estimer qu'un humain sans morale n'est plus un humain. Là, je sais pas ce que c'est. Je voulais rendre hommage également à Karl van der Hecken et Serge Abad Gallardo, des anciens francs-maçons. Des anciens francs-maçons qui justement aujourd'hui combattent la franc-maçonnerie et ont été les premiers à nous avertir sur le fait que la franc-maçonnerie travaille sur la bioéthique depuis des années et avec des preuves et sourcées. Donc respect pour leur travail. Et eux nous ont bien expliqué qu'au départ, en fait c'est l'escroquerie, hein. La franc-maçonnerie c'est l'escroquerie pure et simple. Il faut rentrer les gens en leur promettant du réseau et puis de faire des trucs humanistes, etc. Et puis au fur et à mesure que ça monte les grades, il y a de la compromission, ils mouillent les mecs et à partir de certains degrés, ça devient de plus en plus opaque, autoritaire et opaque, ils tiennent les gars et puis après ça bascule et ça bascule sur des choses qui fuitent plus ou moins, enfin bref, à partir du 14e degré c'est serviteur de Lucifer. Oui, je crois. Enfin bref, on part sur de la folie pure là. C'est un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, on voit bien quand même en ce moment les liens entre la période Covid et la prescription des traitements et le lien avec cet amendement de manière indirecte, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ce sont les lobbies pharmaceutiques qui vont profiter des expérimentations médicales grâce à la récupération de ces corps inertes d'enfants assassinés et surtout le laboratoire EFIC. Le laboratoire EFIC va jouer un rôle. Alors si vous voulez aller demander et questionner ce laboratoire, les amis, il est à Meudon. Vous cherchez laboratoire EFIC. Meudon-la-Forêt ? Meudon-la-Forêt, tout à fait. Voilà les amis, des idées d'opérations pacifiques et bienveillantes. Ça fait 20 mois qu'on vous dit montez des équipes, bande d'enculés. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant. On monte des équipes à 4, 5, 10. On regroupe les équipes, on fédère les énergies, tous les courages. Et puis on y va pour exposer ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont que corruption et malveillance. Voilà. Et rapidement aussi un gros coup de colère que j'ai envie de passer. Les canapés 2.0 et les spécialistes du Netflix, il y a un moment donné... Si... Allez vous faire enculer. Voilà. Non, mais voilà. Ouais, mais toi tu vas aller vite, mais moi une petite explication s'impose. C'est bien beau de nous dire il faut qu'on, il faut que ça, vous êtes décevant parce que vous parlez plus de ça, vous faites des péages et tout. En fait, allez vous faire enculer déjà premièrement. Deuxièmement, il serait peut-être temps aussi de prendre vos responsabilités, porter vos couilles et vos ovaires et aller au combat. Parce que ça, c'est trop facile de demander aux constituants. Comme la mère de famille derrière nous.
Mais c'est trop facile en fait de demander aux constituants de tout faire à votre place pendant que vous êtes sur un canapé. Ça, c'est hors de question. Donc tu bouges ton cul, tu prends tes responsabilités et il faut, et ben tu vas le faire. Tu vas le faire et tu nous montres. Tu vas en manif, voilà. Tu fais du circuit court, tu montes ta putain d'équipe. Si au bout de 20 mois, t'as pas monté ton équipe, c'est toi le problème. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le mec ou la nana, s'il n'a pas réussi à monter une équipe au bout de 20 mois et qu'il n'a pas compris l'intérêt de monter une équipe pour travailler dans ce combat pour le bien commun, que tout seul tu arriveras à rien, à moins de te donner bonne conscience en votant une fois tous les 4 ans ou en payant ta cotisation à la France Insoumise ou au RN ou à la CGT. Alors si c'est ça, t'es pas gilet jaune, hein. T'es une victime. Donc tu continues à jouer ta victime. Mais par contre, si tu veux passer dans l'activisme et être efficace, il faut que tu montes une équipe. Ça fait 20 mois qu'on vous le dit. Ok, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais dans le combat pour le bien commun, tu peux être camarade de combat avec énormément de personnes. Exactement. Et dans le combat pour le bien commun, ton intérêt personnel et ta sensibilité, j'aime pas un tel, il me fait chier, il pue de la gueule, etc. Ça passe après l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est exposer ces malversations, ces corruptions, ces pourritures du système. Si tu n'as pas compris ça, honnêtement, quitte la page. Non, mais il faut faire une distinction. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui peuvent nous critiquer, mais avec une critique constructive pour qu'on se remette nous-mêmes en question, qu'on puisse s'améliorer, s'amender. Ça, c'est une bien chose sûr, positive. on n'est pas parfait. Voilà. Attends, laisse-moi terminer. Ça, c'est une chose importante et on le prend en considération. Et c'est tant mieux parce que ça nous permet d'avoir de l'humilité. Mais par contre, ceux qui critiquent pour critiquer négativement, qui en plus de ça, il y a de la haine derrière, et qui veulent en fait qu'on fasse à leur place, c'est ça le pire. Il y a des trolls rémunérés. Hein. Non, mais oui, il y a Rudy Reichstadt derrière. L'ingénierie sociale. Il y a des mecs qui sont payés, voilà, tu le sais très bien. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, il serait peut-être temps donc pour certains d'entre vous, à ceux qui ont l'habitude de faire ce trollage, de remettez-vous en question en fait à un moment donné. Alors, est-ce que vous arrivez à vous regarder dans une glace le soir en vous disant putain, je suis quand même payé pour troller les gens, pour troller ceux qui agissent, ceux qui se bougent le cul. Donc la critique est facile. L'action est plus difficile. Des collabos, il y en a toujours eu. Voilà. Et tu sais, nous on le voyait au niveau du rond-point ou du péage. On libère le péage, le mec paye pas, mais le mec, il va quand même s'arrêter pour te cracher dessus ou t'engueuler, etc. Tu vois, il se croit obligé de faire quelque chose. Et on se posait des questions. On disait, mais le mec est vraiment con. Déjà, là, à titre personnel, le mec ne paye pas, mais il se sent obligé de défendre le système qui l'exploite en fait, parce que lui, ses parents ont déjà payé les autoroutes. La même chose sur les ronds-points, des mecs qui ils s'arrêtent pas, hein, ils passent, ils gueulent, feignant, va bosser, etc. Alors que les gilets jaunes, vous le savez très bien, on fait tourner le pays. C'est les agriculteurs, les petits paysans, etc. Non, mais là c'est la notion de larbin. Il y a des gars, des filles, qui ont le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin. C'est-à-dire que c'est les victimes en fait. Les mecs, ils ont été victimes à l'école, ils en ont pris plein la gueule, etc. Et ils ont été tellement humiliés et ils voient que finalement ils sont impuissants qu'ils passent. C'est une perversion mentale et ils lèchent du cul, mais bien. Hein, et ils s'identifient à une caste qui les opprime. Et ils vont même jusqu'à la défendre. C'est-à-dire que le mec est exploité et s'arrête sur le rond-point pour t'expliquer que Macron, ce qu'il fait, c'est bien, qu'il ne faut pas d'ISF, que l'évasion fiscale, c'est bien aussi, etc. pour la compétitivité. Alors que le mec est exploité comme un chien. Donc ça, c'est le syndrome du larbin, on en reviendra. Lescrises.fr avait fait un très beau papier là-dessus. On en reviendra. Et ça explique pas mal de commentaires de rageux, etc. D'ailleurs, soutien au site lescrises.fr qui était en procès contre Rudy Reichstadt. Franchement, respect pour les crises. Soutien total aux crises. Voilà les amis, donc vous étiez avec les Gilets jaunes constituants du 91. De toute façon, il y a des équipes dans tous les coins, des équipes constituantes ou pas constituantes. Rejoignez une équipe. Tout seul, on ne peut rien faire. Là, on commence à passer dans le dur, dans le vrai dur. Parce qu'avec cette affaire de loi bio-immorale, on est sur du crime. Et honnêtement, si on valide ça, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Force et honneur les amis, on lâche rien. À tout à l'heure pour l'OP.